Salut, c'est Blackink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on va continuer la série des instincts de survie dans le cadre du challenge chercheur solo difficile qui vise à jouer l'ensemble des chercheurs sur la campagne des Clés Écarlates avec un pool de cartes complet. Comme d'habitude, investigateur, deck, retour d'expérience. On s'était laissé sur Joe Diamond qui avait très bien réussi sa campagne des Clés Écarlates au travers d'un ensemble de cartes qui visait d'une part à lui permettre une mise en place ultra rapide avec bien équipé et sac à dos, et à côté de ça un module mobilité qui avait vraiment tout défoncé, faut le dire, voilà, avait vraiment roulé sur la campagne avec, comme on le sait, les chaussures de randonnée, les segments d'Onyx qui donnent le pendentif de l'arène et la carte ancestrale. C'est vrai que franchement, ce deck de Joe, il envoyait vraiment du lourd avec cette synergie qu'il y avait entre ce module mobilité qui était basé sur des objets et la mise en place avec bien équipé sac à dos qui allait de concordance en résonance avec cet ensemble d'objets. Et donc du coup, suite à cette grande réussite sur les Clés Écarlates, je me suis dit, bon, ok, les chercheurs de ce côté-là, on sait ce que ça donne, c'est super fort, il n'y a rien à dire. Donc on va essayer de sortir de ce schéma avec un investigateur qui ne va pas pouvoir accéder à cet ensemble de cartes. Et pour cela, du coup, j'ai choisi de jouer en deuxième chercheur, ni plus ni moins que Norman Withers, le chercheur de l'extension Les Confins de la Terre, qui est l'astronome, avec 4 de volonté, 5 d'intelligence, 2 de force, 1 d'agilité, le trait miskatonique, joué avec la carte du dessus de votre deck révélée. Une fois par an, vous avez le droit de jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans votre main en réduisant de 1 son coût en ressources. Forcé après qu'une faiblesse a été révélée sur le dessus de votre deck, piochez-la. Son signe des anciens plus X, vous avez le droit d'échanger la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. X est le coût en ressources de la carte du dessus de votre deck. Il a 6 points de vie, 8 points de santé mentale, une taille de deck de 30. Il a ce type de deck building que j'intitule moi à inverser, avec des cartes chercheurs de niveau 0, jusqu'à 5 cartes mystiques de niveau 0, des cartes mystiques de niveau 1 à 5, et évidemment des cartes neutres de niveau 0 à 5. C'est sa carte signature, le livre d'Aibon. On parle bien de la carte signature classique et non pas la promotionnelle, celle que j'ai jouée du coup. Le livre d'Aibon, le grimoire hyperboréen, qui est un soutien qui coûte 2 avec 2 icônes de volonté, une icône libre, les traits objet, relique et livre, deck de Norman Withers uniquement, en toute logique. En action gratuite, inclinez le livre d'Aibon et changez la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. En deuxième action gratuite, inclinez le livre d'Aibon, attribuez la carte du dessus de votre deck à un test de compétence éligible effectué par un investigateur dans votre lieu. S'occupe un slot de main. Juste avant de voir la faiblesse signature, bon voilà, Norman Withers, il pose les bases. C'est un investigateur-chercheur qui a 5 ans d'intelligence, donc il va avoir besoin de rien du tout pour enquêter. Juste sa statline lui suffit pour avoir une très haute valeur d'enquête et du coup ça va aller très vite pour enquêter. Il n'aura pas besoin forcément de poser des livres, des lampes torches ou quoi que ce soit pour pouvoir enquêter efficacement. Tous les lieux, on va dire à 1, 2, il n'y a pas de sujet. Même le lieu à 3, bon, il a un petit boost, ça va le faire. Sa capacité est très intéressante parce que d'une certaine façon, en fait, elle se rapproche beaucoup de la capacité de Joe Diamond. On se rappelle, la capacité de Joe Diamond avec son deck intuition, quelque part, j'avais dit, ça s'assimile au fait de piocher une carte supplémentaire ou avoir une main de 6 cartes et non pas 5, et de gagner 2 ressources par tour. À peu de choses près qu'on arrive à optimiser. Ben là, quelque part, avec Norman Withers, c'est à peu près la même chose. Vous avez une pioche supplémentaire, entre guillemets, puisque vous avez le droit de jouer la carte du dessus de votre deck une fois par round, et par ailleurs vous avez une réduction de coût de 1, ce qui fait qu'en fait quelque part sa capa c'est piocher une carte et gagner une ressource. D'une certaine façon c'est un peu moins fort que Joe Diamond, néanmoins c'est dans l'intégralité de votre deck et pas dans un deck à part, donc en fait en termes de gestion c'est plus simple et vous n'avez pas la limitation de Joe avec ce fameux trait perspicacité, donc ce qui est normal que la capacité de Norman en termes de gain de ressources soit moins importante, parce que sinon, enfin, honnêtement, au bout d'un moment, on viendrait encore toucher des sommets, et néanmoins, voilà, c'est une capacité qui est vraiment super forte. Son Elder Sign, franchement, à mon avis, c'est un des Elder Sign les plus utiles du jeu. Alors, non pas
dans l'effet escompté, le deuxième effet, comme par exemple plus un dégât, découvrir un indice ou quoi que ce soit. Néanmoins, en fait, l'avantage de ce Elder Sign, c'est que vous allez pouvoir moduler votre réussite selon ce que vous voulez, selon ce que vous souhaitez. Donc effectivement, je tempère un peu, c'est pas le meilleur Elder Sign, évidemment, mais c'est un Elder Sign qui pour le coup est bon, puisqu'il est flexible, et selon si vous voulez réussir, pas réussir, etc., si vous avez pioché d'autres pions auparavant aussi, c'est possible, si on pioche plusieurs pions, c'est quand même assez intéressant. Le livre d'Eibon, bon, franchement, il n'y a rien à dire, cette carte est super forte avec Norman, évidemment, puisque ça va permettre à Norman de venir jouer une carte de sa main en l'échangeant avec celle du dessus du deck, ou d'attribuer une carte qui est au-dessus du deck plutôt que de la jouer. Bref, on voit que Norman, avec cette carte signature, est quand même plus axé compétence qu'auparavant, qu'avec sa version promotionnelle, puisque, en fait, avec le livre d'Eibon, si vous avez une bonne compétence dans votre main et que vous avez un événement intéressant sur le dessus de votre deck, vous échangez, et une prochaine fois, ou si vous arrivez à redresser le livre d'Eibon d'une façon ou d'une autre, ça sera intéressant. Ou si jamais vous avez un autre livre qui vous permet de faire plus ou moins la même chose que le livre d'Eibon. Bref, je m'égare un peu, mais voilà, le livre d'Eibon est quand même une carte avec Norman qui est extrêmement forte. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est une carte signature. Jouer Norman sans cette carte signature, je vois pas trop. Autant il y a des investigateurs, on n'est pas obligé de jouer leur carte signature. Roland, sa carte signature, c'est un flingue. Bon, est-ce qu'on a forcément besoin de cette carte signature pour bien jouer Roland? Non. Par contre, pour tirer pleinement parti de Norman, le livre d'Eibon, c'est quand même un plus non négligeable. On en vient du coup à la faiblesse, l'annonciateur, donc qui est très présage et fin des temps, révélation, placez cette carte sur le dessus de votre deck. En tant que l'annonciateur est révélé sur le dessus de votre deck, les cartes de votre deck ne peuvent pas être consultées, piochées ou manipulées de quelque manière que ce soit, sauf par la capacité ci-dessous. Pour 2 actions, défausser l'annonciateur, cette capacité ne peut être activée que lorsque l'annonciateur est sur le dessus de votre deck, faites comme s'il se trouvait dans votre zone de menace. Bon, voilà, particularité, dans le timing, Norman va piocher sa main de départ, va faire son mulligan. Si jamais il y a l'annonciateur, on va la remélanger dans le deck. Par contre, si une fois le mulligan effectué, la carte révélée sur le dessus du deck de Norman est l'annonciateur, Norman débutera avec sa faiblesse dans sa main de départ, entre guillemets. En tout cas, la 6e carte, celle qui est sur le dessus du deck. Ce qui, quelque part, est une anomalie, mais en fait qui est très plaisant, parce que on a sa faiblesse, et on utilise les 2 actions, hop, on a une faiblesse en moins dans son deck et c'est fini. Donc quelque part c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, surtout qu'elle n'est pas si méchante que ça. En vrai, l'annonciateur, elle vient casser la mécanique de Norman, évidemment. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui, en fait, au-delà de casser la mécanique de Norman, vient vous infliger des horreurs ou des dégâts tant qu'elle n'est pas jouée. C'est pas comme la faiblesse d'Agnès, dont j'ai oublié le nom, qui en fait reste dans votre main et au fur et à mesure, elle vous colle des horreurs ou des dégâts, je sais plus, bref. Mais on voit que c'est une faiblesse qui est un peu embêtante, mais en vrai, 2 actions alors que ça fait rien, ça bloque la mécanique. Ok, néanmoins, c'est pas la mort, honnêtement. Pour avoir joué du coup Norman en solo une seule fois. Oui, j'ai pioché l'annonciateur parce que j'avais énormément de pioches dans mon deck. Il m'est arrivé de garder l'annonciateur un tour, peut-être 2 tours, parce que j'avais assez de cartes dans ma main pour faire d'autres choses, je pouvais m'en sortir, et surtout j'avais des choses plus ou moins urgentes à faire dans la partie, et pour autant l'annonciateur, oui, effectivement, si on passe 2 tours sans le virer, notre taille de main se réduit très très vite. Néanmoins, si on a quelques soutiens avec des charges ou des trucs comme ça de poser, on n'est pas pressé, on n'a pas de tempo particulier, de pression pour enlever l'annonciateur. C'est une faiblesse qui, au regard de la puissance de l'investigateur, aurait pu être un poil plus embêtante, un poil plus gênante, on va dire. C'est comme ça. Mais donc du coup, voilà, comme je l'ai dit au début, je voulais sortir des classiques, pendentif, chaussure, carte ancestrale, et du coup essayer de jouer un chercheur, mais d'une autre manière. Donc quoi de mieux que de jouer l'investigateur avec le deck building inversé, chercheur mystique, et on va voir du coup ce que ça donne au niveau du deck.
Le deck initial, vous le voyez, bon, quelques cartes mystiques, évidemment, 5 cartes mystiques de niveau 0, on va en parler tout de suite. Alyssa Graham, Extatique et Promesse de pouvoir. Alyssa Graham, bon, bah, j'ai voulu la sortir du classeur, parce que c'est vrai que c'est une carte que je ne joue jamais. Néanmoins, c'est un allié qui, avec Norman, a tout son intérêt, surtout lorsqu'on joue en solo. Voilà, on sait que les chercheurs n'ont pas forcément la meilleure gestion d'ennemis du jeu, et c'est vrai que pour, encore une fois, sortir de Malleson, que je joue assez souvent avec Roland ou de temps en temps avec des chercheurs, on a Alyssa qui, en plus, a la bonne idée de venir booster l'intelligence, donc on aura un Norman avec 6 d'intelligence. Quoi de mieux, quoi de plus. Évidemment, la capa d'Alyssa aura été utilisée pour le deck rencontre et absolument pas pour notre deck, ça n'a aucun sens. Et évidemment, ça m'aura aidé de temps en temps à enlever des ennemis qui auraient pu être embêtants. Alors oui, vous allez me dire, tu mets des fatalités sur Alyssa Graham, ça te fait perdre des rounds entiers. Certes, néanmoins, je choisissais quand même avec parcimonie mes cibles, parfois aussi à l'heure des sorcières, évidemment. Et puis par ailleurs, il y a des ennemis, s'ils sont vraiment embêtants, ça le fait pas, quoi. Il faut vraiment les éviter parce que sinon on est embêté. Extatique, pourquoi? Pour pouvoir venir remettre des secrets et des charges sur certains soutiens que l'on verra par la suite, et promesse de pouvoir, parce que, comme j'ai pu le dire, avec le livre d'Eibon, on va quand même bien s'amuser au niveau des compétences, et c'est vrai que, du coup, avoir des compétences chez Norman, c'est plutôt intéressant. Au niveau du combat, parce que c'est vraiment le combat qui va nous intéresser ici, pour essayer de pallier le fait d'avoir moins de gains d'action qu'auparavant, qu'est-ce qu'on a? On a le lexique occulte, voilà, qui va nous permettre de piocher des cartes et de dépenser des ressources pour infliger des dégâts sans test, donc déjà bon point. On a les flambeaux de Cthulhu de niveau 1, voilà ce sort qui nous est arrivé avec les confins de la Terre, et honnêtement, il faut dire ce qui est, ça fait le café. Avec un petit vif dans le sujet, on prend les flambeaux de Cthulhu dès le deck initial, moyennant 2 traumatismes mentaux. Ok, Norman est à 6-6, mais j'ai envie de dire, et alors, Alyssa, elle tank 1 de vie et 3 points de santé mentale. Voilà, les traumas mentaux, c'est Alyssa qui va les prendre pour elle, quelque part. Et les flambeaux, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces sorts biclassés des confins sont juste, encore une fois, super forts. Super fort. Norman, avec ça, il attaque avec une volonté A5, au calme. Voilà, comme caractéristique de combat, enfin compétence de combat chez un chercheur, on a rarement vu mieux. Hein, donc bon, c'est tout, il n'y a rien à dire, c'est super fort. C'est super fort. Et quelque part, en fait, c'est un peu tout ce que j'avais pris pour le combat. Encore une fois, voilà, spécificité de la campagne, je m'étale pas, je fais pas de spoiler et tout, mais ça suffit en solo sur les clés écarlates. Lexique occulte, flambeau de Cthulhu. Alors après, évidemment, voilà, on avait Extatique qui venait recharger le flambeau en cas de besoin, ou venait aussi remettre des secrets sur les mémoires macabres. Les mémoires macabres, ce soutien qui est arrivé du coup avec les clés écarlates justement, et qui en fait me permet de me booster, et en cas de réussite à un méga test de +2, je pioche une carte. Et on voit là évidemment le début, l'amorçage de toute la pioche chercheur qui fait leurs caractéristiques et aussi du coup leur force. Les mémoires macabres, plus les croquis absurdes, plus la perfection vient de l'entraînement. Bon, ça a commencé à faire quand même pas mal de pioches, sachant qu'on avait le documentaliste en 2 exemplaires pour aller chercher Lexique occulte, livre d'Eibon et plus tard d'autres livres, avec Révélation stupéfiante qui vient réduire la taille du deck, plan d'action, perception qui font aussi piocher, donc il y a quand même pas mal de pioches. Alors il n'y a pas les grands classiques comme le totem macabre, il n'y a pas, connaissance profonde, parce qu'encore une fois, voilà, j'ai voulu un peu sortir de ces trucs, mais bon, voilà, les croquis absurdes ont largement fait le taf. Niveau courbe de ressources, franchement, ça allait bien. Ça allait bien, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent 2, mais j'ai pas senti une difficulté en matière de ressources, puisque voilà, j'avais les révélations stupéfiantes qui pouvaient me donner de ressources quand je les faisais sortir avec le documentaliste, ou avec la perception d'un entraînement. Bon voilà, si j'avais pris une petite persuasion aussi pour les ennemis, mais ça m'aura servi strictement à rien. On a quand même un peu de mobilité avec raccourci, et après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En matière d'enquête,
oui, les mémoires macabres. Et à part ça, de suivre son intuition pour gagner un point en tempo et perception, et ça suffit largement. Hein. On va pas s'embêter à faire plus, même en difficile, encore une fois. Avec les mémoires macabres, plus Alissa, Pépère Norman, il est quand même à 8. Et à 8, il est tranquille, j'ai envie de dire. Donc bon, l'encre animée de mémoire, j'avais mis la volonté au début pour le combat, pour les flambeaux de Cthulhu et pour le deck de rencontre. Par la suite, au gré de la campagne, j'ai rajouté l'intelligence. Donc encore une fois, un truc pas très pas très compliqué, mais ça coule de source, quoi. Ça coule de source. Et oui, dans les améliorations d'encre animée, je n'ai plus le titre de l'amélioration. J'avais pris celle qui me permettait de ne pas dépenser la charge, mais de la dépenser que quand je voulais. C'est clairement le premier up à prendre avec l'encre animée, de façon à pouvoir contrôler ce qu'on fait avec et l'utiliser que quand on en a vraiment besoin. Au niveau des icônes, bon bah voilà, on le voit. Ok, j'ai pas beaucoup de choses pour venir enquêter efficacement, on va dire ça comme ça. Encore une fois, la statline de Norman parle d'elle-même, plus les quelques petits soutiens que je vous ai cités, mais on a 21 icônes d'intelligence. Bon bah à partir de là, ça va bien se passer. En plus avec la perfection vient de l'entraînement, on va avoir perception, plan d'action, promesse de pouvoir qu'on va revenir jouer derrière. Que du bonheur, super facile, aucune difficulté. Norman a vraiment roulé sur tout ce qui est enquête, tout ce qui est récolte d'indices. Alors oui, c'est du solo. C'est pas le plus compliqué, évidemment. Hein. En trio ou en quatuor, c'est autrement plus efficace. Voilà, en solo, ça passe tout seul. Le deck final, du coup, avec 23 XP. Voilà, Norman n'a pas eu beaucoup d'XP au cours de cette campagne. Alors, encore une fois, non seulement j'ai voulu faire du neuf en termes d'investigateur et pas retomber dans les mêmes choses, mais aussi en termes de tracé, j'ai voulu faire un peu différemment et aller explorer des endroits que j'avais pas trop exploré au niveau de la campagne, ce qui s'est soldé par un nombre d'XP assez faible, mine de rien. Je crois que je me suis loupé sur un scénario aussi. Il y a un scénario où Norman n'a pas été très bon. J'ai pas eu de bons tirages en termes de cartes, j'ai pas eu trop de pioches. Et bon, bah, une chance toute relative en matière de Chaos Bag. Que voulez-vous, ça arrive. Bon, sur le deck final, évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo de Ryzen qui a déjà fait un instinct de survie sur Norman Withers et qui vous expliquera le combo bien mieux que moi. Le combo Atlas astronomique, livre des bonnes, voilà. L'Atlas astronomique est venu remplacer le lexique occulte parce que je me suis aperçu tout simplement qu'en fait en termes de combat, le flambeau de Cthulhu suffisait largement. Et d'ailleurs, celui de niveau 1 s'est vu amélioré en niveau 3, en niveau 4, pardon. Donc bon, ça n'a pas posé de soucis particuliers, au contraire, le fait d'en avoir que du coup le flambeau de Cthulhu en deck final pour pouvoir combattre. Avec la pioche qu'on avait, ça s'est assez bien passé. En termes de mulligan, on privilégiait les flambeaux de Cthulhu. Pourquoi? Parce que le livre d'Aebon et l'Atlas astronomique, soit on les piochait, soit on piochait le documentaliste qui nous permettait d'aller les chercher. Donc voilà, quelque part, mieux vaut avoir de quoi combattre. Encore une fois, la statline de Norman parle d'elle-même. Mieux vaut avoir de quoi combattre avec le flambeau. On enquête tranquillement et au fur et à mesure que nos soutiens qui viennent, on va dire, améliorer, fluidifier notre gameplay au niveau de l'enquête arrive, on n'aura pas perdu non plus trop de temps. L'encre animée, comme je vous l'ai dit, j'ai fait en termes d'amélioration l'intelligence et je crois que c'était la charge supplémentaire ou alors celle de pour le dernier scénario, je crois que j'ai mis l'amélioration qui permettait de booster encore d'un cran les deux choisis et de diminuer de 1 les deux autres. Bon, vous comprendrez que booster à nouveau la volonté et l'intelligence et diminuer de 1 la force et l'agilité avec Norman, ça pose pas trop de problèmes. Prévoyance parce que c'est une carte super forte avec Norman et j'aurais dû les mettre plus vite parce qu'honnêtement ça marche du tonnerre. Théorie occulte pour aller encore plus loin en matière de carte de compétences. Et j'ai pris 2 défiances pour le dernier scénario parce que les pions particuliers sur les derniers scénarios, on sait à quel point ils font mal. Et avec défiance, plus voilà, cette espèce de recyclage qu'on peut faire entre Atlas astronomique, livre d'Aebon, Kappa de Norman,
ça faisait que le défiance, il est attribué pas à chaque tour, pas exagéré, mais pas loin. Ce qui fait que quelque part, tous les tests importants à chaque tour étaient sécurisés, puisque tout ce qui était cultiste, choses très anciennes, crâne et tablette, j'en avais un peu rien à faire. Le deck final a vraiment super bien marché. Alors, pas petit bémol, mais petite nuance. C'est vrai que le combo Atlas Astronomique Livre des Bonnes est super fort, il n'y a rien à dire. Honnêtement, en solo, tel que j'avais mon Norman, je me suis trouvé plusieurs fois à dire que je n'en avais même pas besoin pour réussir. Je l'ai utilisé, mais pas tant que ça finalement, enfin pas tant que ça. Encore une fois, sur tous les scénarios où j'ai pu sortir l'Atlas Astronomique, je l'ai fait. Mais néanmoins, voilà, ce principe de récursion des compétences, j'en ai pas abusé. En tout cas, j'ai pas eu l'impression d'en avoir abusé. Et pour autant, Norman s'en sortait très très bien. Par contre, évidemment, en multi, ça fait clairement le sel de Norman et il faut en abuser, il faut y arriver, il faut le faire, combiner ça avec des déductions et puis en avant, Norman en mode aspirateur d'indices, ça se passe très très bien. Mais c'est vrai qu'en solo, je me suis dit, c'est presque overkill quoi. C'est presque overkill. Parce que en fait Norman il ne rate rien, il ne rate aucun test, sauf pur malheureux, mais en vrai il rate rien du tout, c'est un truc de fou. Même avec le flambeau d'Octuga, en trio ça pourrait très bien être un flex qui s'en sortirait super bien. On va parler vite fait du retour d'expérience, donc on l'a vu, 23 points d'XP, une campagne qui a été gagnée, pas de difficulté particulière avec Norman, franchement j'ai été très surpris. Alors pas de gain d'action, donc je rushais pas les scénarios, clairement pas, je prenais mon temps entre guillemets. C'est sûr que Joe était beaucoup plus rapide sur ces scénarios, et c'est vrai que Norman était un poil plus sensible à son mulligan, à sa pioche de départ. C'est sûr que j'avais besoin du flambeau de Cthulhu, faut dire ce qui est, mais ça se faisait bien, franchement ça se faisait bien. Alors ce qui a évidemment bien marché, j'en ai déjà parlé, c'est ce fameux combo Atlas Astronomique Livre des Bonnes. Encore une fois, je vous invite à aller chercher la vidéo de Ryzen Instant Survie sur Norman Withers qu'il a effectué. Je vais mettre le lien en haut dans la vidéo. Et ceci, pour aller un poil plus loin, est venu être agrémenté par la perfection de l'entraînement pour tout ce qui est compétences entraînées. Et évidemment, sur le dernier scénario, mis à part les compétences entraînées, avec défiance, ça marchait particulièrement bien. Franchement, là, en termes de cancel, on était super confort. Autre chose qui a bien marché, c'est, comme j'ai dit, Alyssa Graham. Franchement, ça m'a fait plaisir de la sortir un peu du classeur. Et comme je l'ai dit auparavant, le fait qu'elle puisse tanker 3 points d'horreur, les 2 traumatismes mentaux de Norman en début de campagne, je les ai pas subis. Franchement, je les ai pas subis. Alyssa m'a quand même bien aidé tout au long de la campagne et puis m'a boosté mon intelligence. Franchement, entre le documentaliste qui était vraiment l'allié jetable et Alyssa qui restait, franchement, c'est pas mal. Mention spéciale, il y a un scénario où il y a une certaine fréquence d'arrivée de cultistes qui jouent du coup avec les fatalités et qui peuvent nous mettre à mal. Alyssa, à ce niveau-là, m'a quand même bien aidé. Parce que certes, ça mettait une fatalité sur Alyssa, mais ça m'a permis quand même d'éviter qu'il y ait un peu trop de mobs sur le board à un moment, et du coup finir à peu près de façon sereine. Ce qui a clairement eu peu d'intérêt, et franchement j'aurais dû l'enlever du deck, mais avec un 3 XP j'avais pas grand chose, c'est l'illumination ésotérique. En vrai, je m'étais dit à un moment que j'allais jouer mes 3 bouquins, Lexique occulte, Livre des bonnes mémoires macabres ou Atlas astronomique, Livre des bonnes mémoires macabres, avoir les 3 avec illumination ésotérique. Honnêtement, en vrai, non. Mémoire macabre, en fait, c'est le premier bouquin imposé pour piocher les autres. Si jamais Mémoire macabre ne peut pas être joué parce que on a Atlas astronomique et Livre des bonnes, tant pis, ça reste en main. Si jamais il y en a un des deux qui se fait défausser ou c'est attribué, franchement, illumination ésotérique, aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est une action de gaspiller, augmenter la limite de taille de la main. Avec ce deck-là, je m'en fichais. Il n'y avait que 3 bouquins dans le deck. Honnêtement, là, non. En fait, pas du tout. Pas du tout. J'aurais dû remplacer ça par autre chose. Et
voilà, petite ouverture, je me dis que Norman est un bon investigateur pour essayer de jouer magie véritable. Ce soutien qui nous est arrivé avec les confins de la Terre. Voilà, petite digression, magie véritable, refaçonner la réalité. Un soutien de niveau 5, 2 icônes de volonté, une icône libre, objet relique libre, utilisation une charge, reconstituer cette charge au début de chaque round. Vous avez le droit de résoudre les capacités sur les soutiens sorts dans votre main en les révélant de votre main. Traiter magie véritable comme s'il s'agissait du soutien révélé pour payer ses coûts, dépenser des charges, effectuer ses effets. Ça occupe un slot de main et un slot d'arcane. Donc voilà. Je pense que Norman est un très bon candidat pour magie véritable parce qu'il a accès à tous les sorts en fait mystiques tout simplement. Après oui, avec magie véritable on vient clairement casser le tandem Atlas astronomique livre des bonnes, sauf à avoir une carte qui donne des slots de main supplémentaires, chose qui existe en mystique. Mais je me dis voilà que je l'aurais pas mis dans ce deck là si j'avais voulu garder Atlas astronomique livre des bonnes. Néanmoins, je pense clairement que Norman peut vraiment faire quelque chose de très sympa avec magie véritable, puisqu'il peut aussi le combiner avec Twilight Catherine Price, un soutien qui coûte 3, qui est de niveau 3, une icône d'intelligence, une icône d'agilité, allié artiste rêveur, réaction après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, incliné Twilight Catherine Price, placer une charge sur le soutien. Parfois, ce monde, j'aimerais n'y être jamais revenu. Elle tank 1 point de vie, 2 points de santé mentale et occupe un slot d'allié. Précision, avant que vous me disiez non, ça marche pas, magie véritable a les traits objet, relique, livre. Et toi là, c'est des soutiens sorts. Oui, mais si on revient au niveau de magie véritable, traiter magie véritable comme s'il s'agissait du soutien révélé. Et donc du coup, pour payer ses coûts, dépenser ses charges, effectuer ses effets. Ce qui fait que il y a un petit timing, il y a un petit temps où en fait, comme on traite magie véritable comme, imaginons, un flétrissement ou un rituel de recherche, quand on va payer ses sorts et qu'on va déclencher du coup l'effet, on va pouvoir faire la réaction de Twilight Catherine Price, puisqu'on aura dépensé la charge comme si c'était le sort, et on va pouvoir mettre la charge dessus. Ce qui fait que du coup, par tour, Norman pourra, à tout le moins, effectuer 2 fois magie véritable avec un sort mystique. Ce qui, du coup, n'a pas été testé dans ce deck, mais qui me paraît quand même très très sympa et très intéressant avec une autre façon de voir Norman plutôt qu'avec le fameux tandem Atlas-Livre. Voilà, c'est une petite proposition. Moi, je trouve qu'elle est intéressante et c'est vrai qu'à posteriori, je pense que je l'essaierai, soit avec Norman, soit avec un autre perso qui puisse jouer ça. En fait, un mystique, n'importe quel mystique, mais c'est vrai que on va dire que avoir magie véritable plus Twilight plus les sorts, ça nécessite pas mal de pioches. Donc je pense qu'il faut un investigateur qui a de la pioche, auquel cas quelque chose qui est full mystique, qui a de la pioche. Il y a Norman, il y a Luc. Il y a Luc parce qu'il est biclassé chercheur, donc il a pas mal de possibilités aussi en matière de pioche. Dexter qui est biclassé truand avec pas mal de cartes pioche truand. Néanmoins, comme on va vouloir garder magie véritable et qu'elle utilise 2 slots, ça viendra un peu contrecarrer la capa de Dexter quand même. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus cohérent chez Dexter, on va dire. Voilà, à voir. Bon après évidemment, je reviens à Norman. Twilight, il aurait peut-être fallu un petit charisme pour quand même garder Alyssa. Peut-être. Ou alors carrément enlever Alyssa et avec et garder que Twilight, c'est possible aussi. Voilà, donc au niveau du multi, parce que bon voilà, je l'ai fait avec Joe, donc je continue à le faire, ça me paraît intéressant, il y a quand même plus de joueurs de multi ou de solo que de joueurs de solo. En multi, donc encore une fois, le deck initial, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Bon, le combo Atlas Livre, en gros, faut le garder clairement parce que là, du coup, il aura un vrai intérêt, il y aura beaucoup plus de tests. Donc, du coup, c'est d'autant plus fort que d'avoir cette récursion au niveau des cartes compétences. Donc, il faut clairement le garder. Si en solo, c'est peut-être un peu overkill, je pense qu'en multi et notamment en trio, bon, bah là, il n'y a même pas à se poser la question. Par contre, évidemment, on va venir mettre des déductions. Alors, peut-être enlever les plans d'action qui sont. Voilà, moi j'aime bien, mais je sais que c'est pas la panacée chez tout le monde. Voilà, mettre des déductions,
mettre lire l'avenir à la place des flambeaux de Cthulhu, et pourquoi pas venir faire ce petit combo, lire l'avenir, magie véritable. Là, à partir de là, ça peut être quand même pas mal. Tiens, d'ailleurs, en fait, ça c'est une question, bah, j'ai rajouté le truc de magie véritable juste avant de faire la vidéo. Est-ce qu'on peut dépenser plusieurs charges de lire l'avenir? Je ne pense pas, hein. Bon, à voir, je suis en train de tourner, je fais pas la vérification. Donc petit bémol, est-ce que magie véritable et lire l'avenir ça va bien? Ou est-ce que plutôt que lire l'avenir, on le fait pas plutôt avec un rituel de recherche ou avec une clairvoyance? Bref, voilà, l'idée est là. L'idée c'est de combiner magie véritable avec un sort mystique qui permet de récupérer plusieurs indices d'affilée. Encore une fois, si on met magie véritable avec le rituel de recherche de niveau 4, bon, ça fait quand même 3 indices par enquête en trio. C'est quand même plutôt très bon. Comme Norman peut prendre les cartes chercheur de niveau 0, on peut imaginer le truc. Magie véritable avec rituel de recherche ou clairvoyance niveau 5. Paf, 3 indices. Raccourci, deuxième lieu, Twyla a remis une charge. Paf, 3 fois, enfin 3 autres indices. Bref. Voilà un peu la logique. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer Norman, de le tester, bon voilà encore une fois avec cette fameuse combo ultra puissante, il n'y a rien à dire, Atlas, livre, ou peut-être d'utiliser magie véritable avec Twyla. Moi je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à explorer et je serais curieux d'avoir vos retours si jamais vous l'avez déjà joué ou si jamais vous le jouez dans vos parties à l'avenir. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.